Orochi, alias le roi des monstres, fait incontestablement partie des plus grandes forces de frappe de la série jusqu'alors. Il est très certainement au même niveau qu'un Garou dans sa phase démoniaque, voire même nettement supérieur, et possiblement un rival sérieux à Boros. En fait, il est difficile de dissocier les deux, tant ils sont similaires sur certains aspects. Mais la dure vérité, c'est que le Seigneur a eu l'occasion de révéler bien plus de choses quant à ses facultés, qui sont dans les faits plus nombreux et diversifiés. Au-delà de sa puissance, je vais analyser le personnage dans son ensemble. En revanche, je ne parlerai pas de sa fusion avec Psychos, qui est à mes yeux une nouvelle entité à part. Comme d'habitude, si vous aimez One Punch Man, je compte sur vous. Alors qui est donc celui qui est considéré par beaucoup comme le monstre ultime? Si on se limite à l'apparence, alors il ne fait aucun doute qu'il a toutes les caractéristiques en main pour être élu le plus monstrueux. Celui qui ressemble à la pire des créatures est à l'origine de la création de la plupart des grands vilains qui étaient autrefois des humains. Les cellules de monstres qu'il est capable de produire sont ensuite cultivées par Scrut à l'aide de certaines machines. Il tire son nom de Yamata no Orochi, un monstre de la mythologie japonaise pourvu de 8 têtes et 8 queues. Sa forme libérée est quant à elle inspirée d'un kaiju du nom de Violent. On lui trouve effectivement quelques points communs, c'est indéniable, mais je préfère quand même les dessins de Murata, je sais pas pour vous. Il a également déclaré qu'il ne savait pas qui était le plus fort entre lui et Platinum Sperm, estimant tout de même qu'il possédait de meilleures techniques, là où le second se basait essentiellement sur sa vitesse et sa puissance. Avec Scaravageur et Boros, il est aussi l'un des rares vilains à reconnaître la vraie puissance de Saitama et à chercher à le vaincre coûte que coûte. Il est en outre le second monstre à être resté conscient après un combat contre le chauve. Au-delà de ça, Orochi est là pour faire le parallèle entre lui et Garou. Les deux partagent énormément de similitudes, à commencer par leur passé. Avant qu'il ne devienne ce qu'il est et que Psychos ne fasse sa rencontre, il avait déjà rejeté la société, en plus d'être considéré comme un génie des arts martiaux. Pour ce faire, il a dû subir de multiples expériences de mort imminente. Garou est passé naturellement par là, de par tous les combats qu'il a fait, subissant parfois des déroutes qui le menaient aux portes de la mort. C'est chaque fois qu'il l'a frôlé qu'il est ainsi devenu plus puissant, entamant une nouvelle croissance. Une évolution similaire qui ne s'est pourtant pas déroulée sous les mêmes auspices, puisqu'il s'est complètement abandonné au monstre qui sommeillait en lui, là où Garou était un peu plus sur la retenue, alors même qu'il avait de meilleures prédispositions. Transpercer ses victimes d'un coup à l'aide de ses cornes et les dévorer ensuite, comme il l'a fait avec Cancrelat, montre combien il est nettement supérieur à tous les monstres. Il s'agit tout de même d'un monstre de fléau démon, mais qui ne fait absolument pas le poids face à celui qui les domine tous. Ce dernier possédait par ailleurs un pouvoir de prémonition, bien qu'il ait effectivement perdu ses jambes avant de subir un tel sort. Des cornes qui sont largement maniables, et qui lui permettent de changer de direction comme bon lui semble, sans aucun problème. Il a parfaitement utilisé celle-ci contre Garou pour le transpercer malgré ses esquives. À ce moment-là, Garou avait déjà facilement le niveau d'un dragon, sans oublier qu'il fait partie des personnages les plus habiles et les plus rapides, surtout sous cette forme. Elles sont non seulement vives, mais assez puissantes et nombreuses pour charger dans tous les sens, jusqu'à percer le béton. Même Saitama, qui possède une résistance à toute épreuve, rendant toute attaque nulle, comme s'il était vissé au sol, s'est fait emporter par l'une de ses cornes. Une autre propriété dont il semble posséder est celle d'adopter la forme de dragon lorsque Orochi libère sa vraie puissance. Des têtes de dragon massives qui peuvent aisément saisir leur cible afin de les entraver. La force de sa poigne fut assez conséquente pour serrer Garou dans une prise dans laquelle il ne pouvait pas s'évader. Il en faut pour blesser Garou, alors réussir à lui causer autant de dommages sans qu'il ne parvienne à facilement se relever, met l'accent sur cette puissance redoutable. Une force de frappe qui est tellement conséquente qu'elle a causé une immense onde de choc, suite de quoi il a envoyé bouler le héros contre un mur. Un de ses meilleurs atouts consiste à tirer des faisceaux d'énergie que Psychos qualifie de chaleur extrême. Produire cette chaleur est en effet la technique ultime du monstre, qui ne semble avoir aucune limite dans le nombre de faisceaux et donc de la quantité qu'il peut produire tant que ses têtes de dragon sont toujours d'attaque. Cette attaque peut manifestement tout faire fondre, y compris la cape de Saitama, qui est tout de même sa plus grande fierté. C'est de là qu'il tire son pouvoir, on le sait tous. Bien sûr, pour en revenir à ces dragons, il dispose donc des mêmes facultés que le corps principal, qui peut émettre le même type d'énergie, en plus de lui permettre de les utiliser comme des mains. Il s'en est servi pour grimper en utilisant les multiples mâchoires pour saisir des prises et grimper en conséquence, soutenant par ailleurs le poids du corps de l'individu. Un seul des bras du dragon peut aussi se diviser en plusieurs dragons, multipliant
une nouvelle fois son champ des possibilités. Ce qui le caractérise au-delà de tout ça, c'est donc sa possibilité de changer de forme. On ne connaît pas les limites exactes de cette capacité, puisque sa gueule édentée au préalable normal cachait en fait une multitude d'autres mâchoires dévastatrices. Comme l'expression populaire le dit si bien, un train peut en cacher un autre. Et c'est vrai dans l'autre sens, puisqu'en ayant les caractéristiques d'un monstre, sa main dinosaure s'est changée en une main d'humanoïde, plus adaptée à ce moment pour donner des coups plus incisifs. Grâce à cela, on sait donc que le monstre fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et de réflexion durant les combats. Je tiens aussi à préciser qu'il a ingénieusement esquivé un coup de Saitama en tractant son corps vers l'arrière à l'aide de ses dragons. Tout cela renvoie encore une fois à son intelligence du combat qui doit certainement être due à l'instinct. En cas d'opposition contre un adversaire un peu plus coriace, il lui est également arrivé d'adopter une forme plus compacte, plus martiale, avec des flammes plus concentrées, sans doute plus efficaces dans ce cas de figure. Ce qui le rend d'autant plus terrifiant en dehors de tout ce panel très diversifié, il faut le reconnaître, c'est surtout son don à pouvoir reproduire n'importe quel style ou technique de combat, un peu à la manière de Yujiro qui copie tout en un instant. Référence Baki oblige, on se rend bien compte qu'il a reproduit le point fluctuant rien qu'en l'ayant vu une première fois. Il s'agit pourtant d'une attaque très difficile à maîtriser, si bien que peu d'élus sont capables de la reproduire à la perfection. Il a fait la même chose en reproduisant les mouvements de Garou quand il a pris sa posture de combat, la seule condition étant manifestement de voir la technique à une seule reprise pour que la copie soit envisageable et fonctionnelle. On comprend d'autant plus le pauvre qui n'a donc pas pu coller au style de Saitama qui n'en possède juste aucun. Toutefois, je ne pense pas qu'il aurait pu le faire sur les facultés propres à chacun. Le terme technique étant assez vaste, est-ce qu'il pourrait par exemple utiliser la psychokinésie de Tatsumaki ou encore la découpe chirurgicale d'Atomic Samurai? Dans le premier cas, je ne pense pas. C'est un pouvoir propre à elle, issu de ce qu'elle est. Dans le second cas, je pense que ça aurait été possible en revanche à partir du moment où la vitesse est atteinte, et dans l'optique où il aurait une arme similaire sur lui. En tout cas, c'est intéressant de se poser la question. Enfin, il se trouve qu'il peut en plus de ça aborder toute forme d'énergie, soit pour se régénérer à l'aide de toutes sortes d'organismes, qu'il s'agisse de monstres ou d'humains, soit en ancrant directement sa queue dans le sol pour absorber le noyau de la Terre. C'est durant ce processus qu'on a pu voir qu'il serait potentiellement susceptible de détruire la planète en créant toutes sortes de catastrophes naturelles. On peut imaginer qu'en le prolongeant, il aurait pu affaiblir la faune et la flore et la consumer peu à peu. En rassemblant une bonne partie de cette énergie, il a pu créer une attaque dévastatrice par le biais de ses faisceaux amplifiés. Bon, après il s'est opposé au seul type capable de se baigner dans le magma. Il ne lui manquait qu'un canard en obsidienne pour bien se détendre et s'était plié. Le docteur Beaufoy, le numéro 6 des héros de classe S, qui est donc à l'origine de Metal Knight, a exprimé ses craintes vis-à-vis de ce monstre, conseillant à Petit Empereur de faire très attention à lui plutôt qu'à l'association des monstres en elle-même. Une appréhension qui sera confirmée plus tard par le garçon en personne en voyant le robot en pièces. Murata, de la même façon qu'il l'a fait pour le cas Boros, l'a décrit comme un monstre de niveau dragon ou supérieur. C'est amusant de se dire qu'il ne parle jamais implicitement du fléau dieu. Pourtant, quand on s'intéresse à la description que l'association des héros se fait des fléaux, alors il est indéniablement un danger pour l'humanité entière. Enlever Saitama de l'équation, et je ne suis pas certain qu'il aurait pu être vaincu autrement. Alors Tatsumaki aurait certainement pu s'en occuper, c'est indéniable. D'ailleurs, à l'origine, Murata avait prévu de faire combattre les meilleurs héros de rang S contre lui. Ils auraient eu l'avantage au départ grâce à leur nombre et leur vitesse. Mais le combat se serait compliqué avec sa forme finale et ces dragons qui auraient combattu chaque héros séparément. La finalité aurait toutefois donné l'avantage à l'utilisatrice de la psychokinésie qui lui aurait donné le coup ultime. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que God a aidé Psychos en la renforçant pour éviter qu'elle se fasse entièrement consumer par Orochi au moment où il a commencé à l'ingérer, ou bien God a-t-il laissé une chance aux deux de façon égalitaire? God intervient uniquement dans les situations critiques, quand ceux qui sont au bord du précipice n'ont juste plus aucun espoir. C'est compréhensible, puisque c'est dans ce cas de figure qu'ils sont le plus à même d'accepter son marché. Un pacte avec le diable qui suit généralement avec les conséquences qui vont avec. En définitive, Orochi est un personnage à part qui figure au sommet des monstres de par sa nature singulière. Je me demande qui de lui ou Boros était le plus à même de dominer le monde si Saitama ne s'était pas interposé. Peut-être que je les opposerai dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Dans tous les cas, aucun d'eux n'est formellement envisagé comme étant d'un niveau dieu. Ils sont proches, très proches même. Mais à mon humble avis, je ne suis pas certain que des héros aussi puissants soient-ils pourraient effleurer la cheville de monstres de cette ampleur. Mais peut-être que le Garou cosmique va nous en apprendre plus à ce sujet. Restons à l'affût. En attendant, vive One Punch Man et vive le gamin avec un menton fondu comme un cul.